continué à vivre jusqu'à... Et abracadabra, en 2006, vous êtes vice-président de l'UPADES. Abracadabra, non. Tel que je vois votre mouvement, ça paraît comme une chose bizarre. Non, non, non. Nous estimions, il faut quand même se souvenir que les acteurs de ces partis étaient dans la mouvance lissoubiste. Et Pascal Lissouba, en 2006, ne nous apparaissait plus en mesure de conduire notre combat commun. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Au lieu qu'il y ait des multiples chapelles des gens qui se réclament de lui, pourquoi ne pas fédérer ses forces? Nous nous disions toujours que quand vous avez une équipe de football ou autre, avec des joueurs de talent, comme Pelé, comme Ronaldo et consorts, vous pouvez gagner grâce à eux, mais quand ils ne sont pas là, c'est la cohésion de l'équipe qui fait gagner. Et c'est pour ça que tous les lissoubistes ont voulu se retrouver dans le parti Lissouba en 2006. Et ce que nous avons fait. Ce que d'aucuns considèrent comme la prostitution politique, changer l'instabilité politique en quittant chaque mouvement. Bon, d'abord, il y a une chose qui est permanente là-dedans, c'est l'appartenance à un camp politique qui est à gauche et qui est resté fidèle à Pascal Lissouba. Admettez que c'est une instabilité. Nous, disons qu'il y a des prises de position. En 3 ans, vous avez compté des partis disons qu'il y en a qui ont fait des parcours plus rapides et plus nombreux que les nôtres. Mais j'estimais que c'était bon de faire comme ça. Et s'il fallait recommencer, il fallait le faire comme ça. Alors, vous ne vous êtes pas arrêté par là. En 2006, vous étiez vice-président de l'UPADS. Oui. Et en 2014, vous voilà à la tête d'une nouvelle formation politique, le CAP, oui. Le Congrès africain pour le progrès. Alors, comment pouvez-vous justifier que quitter cette instabilité, toujours cette instabilité alors du parti politique Mars pour l'UPADES et de l'UPADES au CAP avec certains de vos camarades de l'UPADES, en l'occurrence Christophe Mukwege et Victor Tambatamba? C'est presque les mêmes. Mais vous remarquerez qu'effectivement, et c'est pour ça que le mot instabilité est un mot qui ne tient pas, puisque c'est les mêmes qui font ce parcours, et c'est les mêmes. C'est des personnalités d'expérience. Non, nous étions... Il y a bien des jeunes, il y a des nouvelles générations, vous pouvez bien vous associer. Pourquoi c'est les mêmes? Mais il y a justement, y compris les jeunes et les vieux. Je reviendrai à votre question. Je vous prends un cas. Le Parti socialiste en France, quand il se refait au congrès d'Épinay, il y avait les Savary, les Monroy, les Mitterrand qui étaient là. Mais il y avait aussi les jeunes comme les Fabius, les Chevènement et d'autres. C'est pareil au CAP. Et d'ailleurs, c'est important d'avoir cette expérience parce qu'elle a permis aux socialistes de gagner. Dans notre cas ici, pourquoi nous nous sommes séparés au niveau de l'UPADES? Nous avons eu un problème de ligne. Nous estimions que notre rôle en tant qu'opposant n'était pas joué tel que nous le voulions. Et à ce moment-là, on avait le choix. On continuait la querelle chaque jour dans le parti, où on créait un outil plus conforme à nos aspirations, ce que nous avons fait. D'autant que les gens se disaient, puisqu'ils sont capables de créer un parti, qu'ils en créent un. Ils oubliaient que nous avions créé, nous, l'UNDP. Nous avons créé le RDPS. Nous avons créé MAS. On était donc capables de créer un parti. C'est pour ça qu'on l'a fait. On a prouvé qu'on est capable de le faire. Et je peux vous dire qu'on ne se plaint pas parce que c'est un parti qui a de la qualité. Alors, vous comprenez que d'aucuns qualifient avec le recul la création du parti Mars comme une stratégie électorale pour permettre à Pascal Lissouba de réaliser, de ratisser large. Donc Mars n'était qu'un satellite. Si vous prenez le terme satellite dans le sens où c'est un corps qui tourne autour d'un corps plus grand, Pascal Lissouba était nécessairement quelqu'un de très grand pour nous tous. Et tout ce qui tournait autour peuvent être considérés comme satellites. Mais si vous prenez ça comme quelque chose de, j'allais dire un épiphénomène, quelque chose de subsidiaire, c'est pas du tout ça. Mars... Qu'est-ce qui différencie Mars à l'UPADES? Mars, c'était le mouvement africain pour la renaissance et la solidarité. Et l'Union panafricaine de la démocratie sociale. L'UPADES, c'est l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Voilà. La démocratie sociale ne s'occupe en réalité que d'un pan de la démocratie, qui est l'aspect justement lié à l'égalité. C'est la démocratie sociale. Le mouvement africain pour la renaissance et la solidarité
prenait une dimension qui n'a été réveillée que grâce à Mars d'ailleurs, je dois dire. Parce que beaucoup de pays africains avaient complètement oublié la nécessité de replacer l'Afrique. Et vous avez pu voir que des personnalités aussi prestigieuses que Thabo Mbeki, comme que le président Museveni, que le président Kabila, que le président Bouteflika, se sont engouffrés dans cette affaire de renaissance africaine. Nous n'avons pas, Jean Italie n'a pas inventé le terme renaissance africaine. Le premier qui l'a inventé, c'est Frantz Fanon, celui qui a écrit Les damnés de la terre. Il était médecin en Algérie, c'est lui qui le premier a lancé ce vocable, cette idée. Et nous pensions, et je pense toujours, que l'Afrique avait besoin d'être fière d'elle-même, fière de son passé, et avait besoin de se bâtir un avenir conforme à ses aspirations. C'est pour ça que la Renaissance africaine... Pourquoi pas commencer avec le Congo, après s'occuper de l'Afrique après? Il y a des gens, qui sont heureux d'avoir des partis congolais. C'est leur choix. C'est vrai aussi, et ils me diront, malheureusement, dans le monde actuel, la démocratie s'exerce dans et à l'intérieur des pays. Peut-être. Alors pourquoi dissoudre un parti qui vous a fait leader et ministre? On peut considérer Mars, grâce à Mars, vous étiez ministre. Bon, d'abord, j'étais ministre, je n'étais pas président des partis. Quand j'étais quand j'étais ministre pour la première fois, je n'étais pas président des partis. Donc, ce n'est pas lié. Non, à l'époque de Lissouba. Ah oui, mais ce n'était pas lié. J'aurais pu être ministre de Lissouba sans être président des partis. Et je peux vous dire que Pascal souhaitait que je sois à l'UPADES avec lui. Donc, ça affirme parti satellite. Non, ça affirme simplement la nécessité qu'on avait de travailler ensemble aussi. Alors, un autre constat, vous continuez à véhiculer l'image de Lissouba, parler au nom de Lissouba. C'est une politique qui paye? Devrait-on avoir honte? Lissouba est le premier docteur d'État de ce pays. Le premier directeur général des services agricoles et géotechniques, je dois dire que j'en étais le dernier. Vous voyez, j'étais le premier, j'étais le dernier. D'aucuns se demandent que ces gens-là n'ont pas leur propre vision que de s'accaparer de l'image de Lissouba. Non, il faut reconnaître aux gens leur mérite. Je parlais du président Ngouabi tout à l'heure, que je n'ai pas connu de près, mais dont j'ai appris un certain nombre de qualités et je dois lui rendre hommage. Pourquoi voulez-vous ignorer le bien que les autres ont fait? Ça ne vous affaiblit pas de reconnaître ce que les autres sont capables de faire. Au contraire. Et c'est pour ça que c'est mon devoir de dire, j'ai pas des qualités de président Sassou. Tout à l'heure, parlant de la capacité d'écoute, le recul qu'il avait devant les événements. Ce sont des qualités qu'il a et il faut le reconnaître. Et si on vous demandait qu'est-ce qui vous lie réellement à Lissouba? Oh, beaucoup de choses. Un, c'est un parent direct. Pour ne rien vous cacher, c'est un oncle. Deux, il m'a enseigné et je peux vous dire que c'était un excellent professeur de biologie cellulaire et de génétique. Excellent, je dis bien. Vous savez que même à l'école primaire, les élèves apprécient leur maître. Et ça ne s'arrête pas dans l'enseignement supérieur. Pascal est effectivement un excellent enseignant. Enfin, sur le plan politique, c'est un monsieur de gauche et on partage cela avec lui. Enfin, je termine, enfin, le der des der, c'est qu'il a une vision panafricaine et moi, cette vision, elle me sied complètement. Parce que je ne crois pas au développement du Congo dans ces 342 000 km². Le Congo se développera dans le cadre d'un grand ensemble. Et c'est pour ça que l'ouverture du Congo et des Congolais sur leur environnement et sur l'extérieur est une ouverture importante et intéressante. Alors, revenons à Pascal Lissouba. Si on vous demandait, bon, je repose la même question, quelle est la qualité que vous appréciez chez Pascal Lissouba? Pascal est un monsieur particulièrement intelligent. Particulièrement intelligent. Capable de vision, mais aussi capable de résilience. Il a une capacité d'encaisse incroyable. Disons qu'il n'écoutait pas les autres. Il ne pouvait pas écouter ceux qui lui racontaient des bêtises parce qu'il avait l'habitude de dire ahuri à tous les imbéciles qui lui disaient n'importe quoi. C'est normal qu'il ne les écoute pas. Mais Pascal, c'est quelqu'un qui écoutait et qui savait traduire dans les faits. Mais il avait la critique qui lui était faite d'être un monsieur orgueilleux au-dessus de tout le monde. Il n'était pas du tout orgueilleux parce qu'elle était très simple en réalité. Mais quand vous êtes complexé, vous prêtez aux autres les défauts qui sont les vôtres. C'est tout. Est-ce qu'en politique, il était un vrai homme politique? Un de vos amis l'a qualifié de piètre dirigeant politique. Oui, mais parce qu'eux, ils pensent que la politique, c'est le cynisme.
il faut enjamber des morts. C'est ça la politique? C'est pas ça la politique. On prend en charge un pays pour gouverner la cité, pas pour tuer les gens. Donc vous estimez que Pascal Lissouba était aussi démocrate? Vous savez, à l'époque où c'était le MNR dans ce pays, où parler de démocratie était proscrit, Pascal Lissouba, Tissé Chikaya et Satou ont écrit une lettre ouverte au président Massamba Deba pour réclamer la démocratie. C'était sacrilège de parler de ça. Et vous savez qu'il a connu beaucoup de prisons. Parce que précisément, il s'est battu pour que son pays soit différent. Qui ne soit pas compris, je comprends. Mais c'est vraiment un homme qui s'est battu pour ce pays. Et en 1977, vous aviez travaillé, vous étiez directeur. Vous avez connu le président Yombi? Ah oui. En tant que président? Oui, j'ai connu le président Yombi parce que les secrétaires généraux, parce que j'étais nommé directeur général, puis secrétaire général après, j'étais d'ailleurs le premier des secrétaires généraux nommés par le CMP à l'époque. Autant que je me souvienne, c'était le 2 novembre 1977. Ben, les secrétaires généraux avaient rang de vice-ministre. Et ils devaient remplacer leur ministre au Conseil des ministres quand le ministre n'était pas là. Donc, j'ai eu l'occasion d'assister à des conseils des ministres. J'ai eu l'occasion d'accompagner le président dans les voyages. Donc, le président Yombi, je l'ai connu, oui. C'est un monsieur de qualité aussi. Qui n'est pas bien connu des Congolais, mais il est très sympathique. Hein. Quand vous êtes avec lui, dans son environnement, c'est un monsieur très chaleureux. Et il est devenu aussi votre Premier ministre. Ah oui. Donc on critiquait cela, de président à être Premier ministre. Mais pour ce qu'il a apporté, moi j'estime que Pascal avait eu le nez creux en prenant le président Yombi comme Premier ministre. Ça a été un excellent Premier ministre, moi j'ai trouvé. Ah bon. Voilà, je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes bel et bien dans Célébrité, et Célébrité pour votre bonheur et votre plaisir reçoit Jean Itadi, président du Congrès africain pour le progrès et ancien ministre. Voilà, alors revenons à vous, monsieur le ministre. Comment justifiez-vous vos échecs aux élections législatives successivement à Komono et à Bambama? Oh, moi j'estime que j'ai gagné, et à Komono et à Bambama. Comment? Et le peuple là-bas sait aussi que j'ai gagné. Mais vous savez très bien que les élections, c'est une mascarade dans ce pays. Ah bon? Ah bien sûr. C'est pas pour rien que nous demandons qu'il y ait refonte de la gouvernance électorale. Si ça se passait bien, pourquoi voulez-vous qu'on se batte pour ça? Et pourquoi voulez-vous que même le pouvoir reconnaisse qu'il faut absolument qu'il y ait refonte de la gouvernance électorale, même l'extérieur? Donc les deux élections, vous aviez gagné, vous n'avez pas échoué? Absolument, j'ai gagné. J'ai gagné. Ça ne veut pas dire que demain je ne perdrai pas une élection, mais celle-là, je les ai gagnées. Les deux? Ah oui. Pourquoi avoir changé des localités? Mais simplement, il n'y a pas beaucoup de Congolais qui peuvent être candidats ici et candidats ailleurs. Ça montre justement que j'ai une certaine influence. Donc vous avez utilisé le côté maternel et... Pas du tout, pas du tout. Mais j'aurais pu être candidat à Dolisie ou à Lumumba, hein. Donc c'est pas un problème. Alors que répondez-vous à ceux qui pensent que le département n'a plus de leader, que Jean Itadi a perdu son fief? Aucun homme politique ne peut prétendre maîtriser cette région. Qu'est-ce que ça signifie, un département qui perd son leader? C'est quoi ça? Un département, on est chef de département. Dans le réel politique, on sait que les élections au Congo, les hommes politiques au Congo, c'est d'abord la tribu. Ah bon? Il n'y a pas d'avenir politique, on dit sans ancrage local, disait François Mitterrand, je crois. L'ancrage local et la tribu, c'est deux choses totalement différentes. En Afrique, c'est la tribu. Ça, je ne crois pas beaucoup, parce que l'Afrique est plurielle aussi. Je ne crois pas beaucoup. Le Congo, vous savez, a 56 ethnies, ou ce qu'on en dit. Et je peux vous dire que s'il n'y avait que les ethnies qui devaient voter les gens, il y a un exemple patent. Pascal Lissouba ne serait jamais président, vous savez. Mais vous pouvez considérer quand même, les Koumou, c'était le fief de Jean Itadi? Non, j'y suis né, mais je n'en suis pas propriétaire. Pas du tout. Je suis heureux d'être né de dans cette région, qui a vu naître mon père, qui a vu naître ma mère. D'accord. J'ai pris épouse d'ailleurs là-bas, puisque c'est une fille de cette région que j'ai épousée. Ma première fille y est née, mais ce n'est pas, on n'en a pas la propriété. Vous êtes marié à 22 ans? Ça vous étonne? Je suis peut-être précoce au moins pour ça. Voilà, c'est la même femme aujourd'hui avec les 5 enfants? Les 5 enfants, mes 5 enfants sont de cette femme-là, j'en ai pas d'autres. Ah d'accord. C'est quoi le secret? Le secret?
Est-ce que c'est un secret? Justement, vous... Mais on sait que les hommes politiques aujourd'hui ont parfois 6, 7... Mais je croyais que vous parliez de stabilité tout à l'heure. Vous vous rendez bien compte que votre argument ne tient pas. Ça, c'est en politique, ça, c'est... Non, je pense que je suis heureux d'être marié à la femme que j'ai épousée, qui est mon amie depuis qu'on est jeune, puisqu'on était des gosses par rapport à nos âges actuels. On a fait ce chemin ensemble, on a connu des jours de bonheur comme des difficultés, on a connu l'exil intérieur, l'exil extérieur. Et je ne suis pas mécontent de la voir parce que je ne suis pas sûr que ça se passerait bien si c'était avec une autre. Alors, en parlant de la politique au Congo, quel regard portez-vous sur cette classe politique actuelle? Question vaste. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Actuellement, il y a une classe politique, on observe le regard de Jean Itadi. La classe politique, c'est tous les acteurs politiques de tous bords, opposition, majorité, ou ce qui en reste. Qu'est-ce qu'on peut dire? Une classe politique est, à mon avis, est le reflet de la vie politique, de la vie tout court dans un pays. Je n'ai pas de jugement à faire. Je sais simplement que nous avons des chantiers immenses. Le Congo a reculé. Bon? Ah oui, le Congo a reculé. En quoi? Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan des valeurs, nous avons beaucoup de choses à faire. Et ceci exige des hommes politiques qui se sentent réellement en mission. C'est une tâche difficile. Et je comprends. Dans un monde mondialisé, il y avait des certitudes à l'époque. Un pays était pratiquement clos. Il y avait des recettes en matière économique. Vous mettez en place un secteur d'État, vous pouvez engager autant de gens que vous voulez. Avec la mondialisation, avec l'influence du monde extérieur, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, il faut se remettre en cause régulièrement. Et c'est un métier qui devient difficile de faire la politique. Alors quand on ajoute l'insécurité, pas seulement l'insécurité physique, mais aussi l'insécurité du lendemain, parce que nous sommes un pays exigeant malgré tout, je comprends que c'est difficile. Je ne peux donc pas juger les hommes politiques actuels. Je ne peux que nous encourager à nous en sortir parce que le Congo a besoin que nous puissions nous en sortir tous. Alors, du pouvoir à l'opposition, que retenez-vous de votre passage aujourd'hui à l'opposition? Comment vivez-vous votre opposition? Je suis à l'opposition depuis 1997. C'est une expérience donc qui aujourd'hui a 18 ans. J'ai connu une situation de non-pouvoir entre 1984 et 1992. Donc ce n'est pas nouveau. Oui, il y a des questions de vie tout court, qui sont des questions différentes, selon qu'on est au pouvoir. Est-ce que vous avez tenté de reprendre, de prendre attache avec le pouvoir, peut-être pour une éventuelle nomination quelque part? Bon, pourquoi voulez-vous que le pouvoir me nomme, puisque je ne suis pas de ce pouvoir? Vous pouvez bien, il y a des alliances parfois contre nature, même si... Vous parlez bien d'alliance contre nature. Pourquoi voulez-vous que je sois contre nature? Vous avez été déjà ministre du président Sassou, pourquoi pas aujourd'hui? Si on vous proposait, c'est sûr que vous accepterez. C'est pas sûr.